Bonsoir à tous. Donc Caroline Cohen, Christophe Lanet. Et donc ce qui avait été prévu avec Van, c'est de parler du muscle et de l'électrostimulation qu'il utilise pour faire du vélo. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on l'attendait pour faire cette conférence-là. Et donc ce soir, on va changer un tout petit peu. On va vous parler des travaux qu'on fait sur la physique associée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. D'accord ? Donc Van sera remplacé par notre chevalet, là. On nous a dit qu'il fallait qu'il y ait, comme au théâtre, des objets qui rentrent sur la scène et tout ça. Et nous voilà partis pour, disons, une petite heure. Alors, Science 2024, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a jamais eu d'engagement collectif des physiciens, mathématiciens derrière les athlètes pour les aider à conquérir leur médaille, disons. Et donc, Science 2024, c'est prendre comme excuse les JO à Paris dans 6 ans pour lancer un programme d'engagement collectif des sciences fondamentales derrière les athlètes. Et donc actuellement, les gens qui nous accompagnent, donc c'est 10 écoles, avec un partenariat avec l'INSEP évidemment, et puis avec l'armée, comme vous verrez, qui est indispensable au projet. Et dans ces 10 écoles, il y a le SPCI. Donc le travail qu'on va vous présenter ce soir, il est essentiellement fait à l'école polytechnique. Et pour l'ensemble de Sciences 2024, ça représente 50 chercheurs, 200 étudiants par an à peu près, une administratrice pour fixer les règles de coopération entre les différents établissements, quelqu'un pour lever des fonds parce qu'il faut des sous pour payer les thèses et les postdocs, et puis tout ça pour couvrir les 60 disciplines, donc 40 disciplines olympiques et 20 disciplines paralympiques. Et donc ça c'est le projet. Et donc toutes disons, les bonnes volontés sont les bienvenues, donc notamment les profs de prépa, donc c'est un message subliminal, puisqu'il y a une demande de la région pour faire des mallettes de Sciences 2024, c'est-à-dire pour enseigner la physique avec le sport, enfin avec la physique du sport. Et pas que de prépa, oui. Alors oui, la première chose qu'on vous demande quand vous voulez faire un projet, c'est un logo, d'accord ? Et donc on a fait un logo comme tout le monde. Une façon de montrer, disons, l'ambition, c'est de partir de ce qu'a demandé la ministre, c'est-à-dire d'aller vers 80 médailles. Et vous voyez que 80 médailles, c'est pas rien, dans le sens que dans les 6 dernières Olympiades, la France fait 40 plus ou moins 2, et donc 80, ça veut dire doubler le nombre de médailles. Et donc il y a 2 pays qui ont réussi à faire ça, donc dans le tableau que vous avez sous les yeux, c'est l'Australie en premier, et puis les Anglais en deuxième. Et ce qu'ont fait les Anglais, c'est de récupérer déjà les entraîneurs australiens, ça leur a facilité la vie, et puis ensuite de s'appuyer sur la recherche, alors pas que, hein, c'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau, c'est plein de choses, préparation psychologique, nutrition, etc. Mais les Anglais et les Australiens n'ont pas, en tout cas, négligé l'apport que pouvaient avoir les sciences. Et donc c'est ça qu'on est allé défendre, donc c'est cet argument de l'apport possible des sciences dures sur la quête de médailles qu'on est allé défendre à Claude Onesta au début de l'année. Et donc pourquoi on croit que ça peut être utile, c'est que si jamais vous regardez les premières places, à quoi elles se jouent, donc la différence entre le premier et le deuxième, en général en natation c'est une main c'est 20 cm, sur une course qui fait 100 mètres, vous êtes à du 2 pour 1000. Si jamais vous regardez à une course d'aviron, un 8 d'aviron, donc ça c'est une échelle 1/10 d'un 8 d'aviron, ça fait exactement 20 mètres. Les courses en aviron, elles font 2 km, et donc un bateau d'écart, ce qui est en général l'écart maximum entre le premier et le deuxième, mais ça c'est 1%. Donc en général, les courses, elles se jouent à moins de 1%. Bon, l'exemple du saut à la perche, donc c'est 1 cm sur 6,15 m pour le record du monde. Là, on est à 1 pour 1000. Et puis le dernier qu'on a peut-être tous en tête, c'est le pied de Martin Fourcade, donc 15 cm sur une course qui fait 15 km. Donc ça, c'est 1 pour 10 000. Donc tout se joue en dessous du pourcent. Et donc si jamais, ensuite vous faites la remarque que les coques d'aviron, elles changent au cours du temps, ça veut dire que si jamais elles changent, comme la vitesse de l'aviron ne bouge pas, c'est toujours entre 5 et 6 mètres par seconde, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la forme optimale. Donc il y a des formes, comme je vous le montrerai, qui sont soit symétriques, soit non symétriques. Enfin bref, la forme optimale, elle n'est pas trouvée actuellement. Et non content, elle n'est pas trouvée, mais les marchands n'ont aucun intérêt à la trouver. Parce qu'une fois qu'on a trouvé l'optimum, la seule chose qu'on peut changer, c'est la couleur. Et ça, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'approcher de l'optimum, pas trop,
régulièrement le changer avec un petit zigouigoui. On arrive à convaincre le champion du monde d'utiliser la nouvelle coque avec le nouveau zigouigoui et hop, on inonde le marché. Et puis l'année d'après, on modifie le zigouigoui. On dit ah oui, non, on a un meilleur zigouigoui. Et le zigouigoui plus, on va convaincre le nouveau champion du monde d'utiliser ça et puis on inondera le marché à nouveau. Donc ça, c'est une façon de montrer que l'intérêt des marchands, ce n'est pas de trouver l'optimum trop vite en fait. On va le trouver, mais très lentement. Et nous, notre prétention, disons, c'est de le trouver un tout petit peu plus vite. Voilà. Donc ça, c'est pour, disons, voir sur quels endroits on peut jouer, disons. Et dans le rapport que Claude Onesta a remis à la ministre Laura Flessel, il fait mention, disons, de cet apport, c'est-à-dire de l'intérêt qu'ont les sportifs à sûrement s'appuyer sur toutes les bonnes volontés, y compris les volontés scientifiques, que ce soit dans les grandes écoles, les universités, etc. Et donc ce projet Performance 2024, il est lancé, et puis il faut le nourrir et voir comment on peut répondre concrètement aux questions des athlètes. Et donc c'est quelques exemples de ça qu'on va vous donner ce soir. Oui, le logo, pourquoi à la fin Voilà, c'est ça. Là, c'est toi. Du coup, on va vous montrer le genre d'amélioration qu'on peut faire en utilisant les sciences dures. Donc, il me semble que ce qui va faire non, mais pas tout de suite. Ah oui, pas. Donc, du coup, donc notre approche, ça va être l'approche des sciences dures, ça va être de mesurer pour répondre aux questions posées par les sportifs. Et donc tout au long de la présentation, on va vous parler de quelques questions qui ont été posées par des sportifs qu'on a rencontrés et à laquelle on essaie d'apporter des réponses. Donc la première, c'est au sujet du tir à la carabine, c'est Rémi Moreno-Flores, que vous pouvez voir ici, et Valérian Sauveplan qui nous l'ont posé. Et ils nous ont demandé quelle était l'influence du saut de bouche sur le tir. Donc on a fait une réunion, la question est revenue 3-4 fois. On s'est dit, bon, on va leur demander ce que c'est le saut de bouche. Voilà. Donc là, si jamais Christophe fait une démonstration, donc le saut de bouche, c'est quand on tire à la carabine, la balle, la cartouche, la poudre explose, la balle est projetée vers l'avant et le canon, l'arme recule. Et en reculant, elle prend appui sur l'épaule et le bout du canon se lève. Et donc, ce que les entraîneurs de tir enseignent aux tireurs depuis tout petit, c'est de maîtriser ce saut de bouche parce que sinon, leur balle sera imprécise. Et donc, pour savoir quelle était l'imprécision due à ce saut de bouche, au mouvement humain, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé... déjà, je peux vous montrer une carabine un peu plus... impressionnante. Donc ça c'est une carabine, donc le tir olympique c'est 50 mètres et ça se tire avec une carabine de 22 long rifle. Donc ça c'est le projectile qui est lancé. Vous voyez, il y a un mouvement de quelques millimètres du bout du canon. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que le canon commence à se lever pendant que la balle est toujours dans le canon? C'est ça la question qui est posée. Donc pour répondre à cette question, on est allé filmer avec des caméras rapides à 10 000 images par seconde. Et on a filmé à la fois la sortie de balle et on a un zoom sur la bouche du fusil pour voir ces mouvements. Donc là, je vais vous repasser le film en voyant la sortie de balle en même temps. Voilà, après. Donc la sortie de balle, vous l'avez sur la partie grise là, donc là voilà, elle sort avec son panache. Et la balle va à 330 mètres par seconde. On peut voir ici une séquence d'images où on voit la balle sortir. Et à partir de là, on peut mesurer les mouvements du canon. Donc là, on va aller peut-être... Donc ici, vous avez le temps. Donc à 0, la balle sort du canon. Et en Y, donc suivant l'axe vertical, vous avez les mouvements du canon. Donc les points noirs, ça vous indique les mouvements suivant l'axe du canon. Donc vous voyez que quand la balle sort, le canon a reculé. Il a reculé de combien? De à peu près 0,25 mm, donc 250 microns. Donc il recule de 2 cheveux. D'accord? 2 cheveux suivant l'axe des X. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est la déflexion en Y, c'est-à-dire les points rouges. Donc là, pour le moment, on a l'impression qu'il n'a pas bougé, mais si jamais on fait un zoom, pouf, on voit qu'il a bougé. Donc il a bougé de combien? Il a bougé de exactement 25 microns. Voilà, c'était pour savoir si tu suivais. Parce que... J'avais un peu décroché. Et donc, non content, il bouge, mais il descend.
C'est-à-dire il ne se lève pas, il descend de 25 microns, c'est-à-dire un quart de cheveu. Et ça embête le tireur parce qu'un quart de cheveu en sortie de canon, c'est-à-dire à 70 cm, ça représente à peu près la taille de la mouche à 50 mètres. Donc vous voyez que dans une cible, vous avez le disque qui est le noir central, et à l'intérieur du disque, vous avez la mouche, d'où l'expression faire mouche. Et cette mouche, elle a la taille de la cartouche, c'est-à-dire elle fait 6 mm. Et donc ça les embête, donc c'est des gens qui passent leur vie, disons, à être le plus précis possible, et tout se joue au tir à 50 mètres sur donc, les 3 premiers. Donc le premier est à 600 points, le deuxième est à 598, c'est-à-dire il y a très très peu d'écart entre les 3 premiers. Et donc tout ce qui, disons, perturbe leur précision les intéresse. Mais sur des temps très courts comme ça, on se doute que ce n'est pas forcément l'humain qui va jouer. Donc le temps, vous l'avez noté, c'est 2 millisecondes. La balle, elle reste dans le fusil 2 millisecondes. Et pour essayer de comprendre d'où venait ce mouvement, on a fait tirer 3 tireurs différents de l'équipe de France avec la même carabine. Et c'est ce qu'on peut voir sur ce graphe-là. Donc les couleurs correspondent aux différents tireurs. Et on voit qu'au grand temps, on a des mouvements différents. Donc le grand temps ici, c'est la centaine de millisecondes. Donc on regarde sur des temps d'évolution, on voit qu'ils ont tous un mouvement un petit peu différent. Mais sur le temps court, qui est celui sur lequel la balle reste dans le fusil, donc dans les 2 premières millisecondes, on voit que tout le monde passe, au moment où la balle sort, donc au 0, par, toujours pareil, 25 microns. D'accord ? Et donc ça veut dire que le tireur, il n'est pas responsable de ces 25 microns. D'accord ? Donc avec le même fusil, tout le monde aura 25 microns. Même nous, en fait. Bon, peut-être pas nous, mais... Nous plus, peut-être. Mais bon, à la question que posait Rémi, c'était est-ce que le mouvement humain perturbe la précision? La réponse est non. En fait, même nous, des novices, on aurait les mêmes oscillations, le même mouvement avec le même canon. Mais le mouvement humain qui se trouve sur la centaine de millisecondes, où on voit les courbes sont différentes, bah celui-là, la balle est déjà sortie, donc il n'y a pas d'effet sur la précision. Et donc ces 25 microns, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire au moment où vous appuyez sur la gâchette, vous avez une explosion dans votre cartouche qui fait une pression, c'est-à-dire pour accélérer votre balle de 0 à 300 mètres par seconde sur 2 millisecondes, il vous faut 1000 bars dans la chambre de combustion. Et 1000 bars, ça va déformer votre canon en acier de 25 microns. Donc ça vous fait une onde, et cette onde se propage le long du canon, elle arrive au bout avant que la balle ne sorte, elle va se réfléchir, etc. Donc si jamais, donc la première information, c'est que vous pouvez dire à votre tireur, mais non, tu n'es pas responsable de ça, tout le monde aura le même, c'est ton canon qui est responsable de ça. Et puis la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour amortir les ondes. D'accord ? Et donc actuellement, c'est là-dessus qu'on travaille. Mais la première chose, eux, ça les libère, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de ces 25 microns, ce n'est pas eux qui sont responsables, il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire sur leur canon pour les modifier. D'accord ? Donc même si on ne répond pas, on répond un petit peu. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est-à-dire, on vous a dit que la balle sortait à 330 mètres par seconde, donc elle sort à Mach 1, et ça c'est le pire des régimes du point de vue de l'aérodynamique. C'est quand vous vous souvenez des films des pilotes de chasse qui essayaient de traverser le mur du sang, c'est là où les avions se mettaient à vibrer. Bon, mais il va arriver la même chose sur la balle. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les travaux d'un ingénieur en armes et munitions que les militaires de l'école ont dégoté à Bourges, qui s'appelle Aymeric Dagneau, et qui travaille maintenant avec l'équipe de France, ce qui n'était pas le cas avant, il n'y avait pas de connexion entre l'équipe de France et l'armée, pour changer la poudre et avoir des cartouches qui sortent non pas à Mach 1, mais un petit peu plus bas. D'accord ? Donc c'est ça qui est en train d'être fait. Et donc ça illustre sur cet exemple-là, c'est peut-être pour ça qu'on a choisi, ça illustre les différentes compétences qu'il va falloir pour aider les athlètes. C'est-à-dire les scientifiques, bon, on va pouvoir répondre à quelques-unes des questions, pas toutes. Des biomécaniciens, il va en falloir pour les mouvements. Il va falloir aussi des gens de l'armée pour savoir, suivant la discipline, corriger, disons, des caractéristiques techniques sur lesquelles les fusils nous mettent. Et puis il n'y a pas que les fusils, mais ce qu'on voit, c'est que dans différentes disciplines, on a besoin de beaucoup de compétences. Et donc l'idée, c'est d'essayer de les réunir dans Sciences 2024. C'est bon ? Là, on vous fait un peu l'article, hein, vous avez vu. Alors, voilà, on le fait un petit peu trop, oui, on va l'enlever. Voilà. Alors, deuxième problème. C'est au sujet des commotions cérébrales. Donc ça, c'est Juliette Amoguer qui nous a imposé d'en parler rapidement. C'est son sujet de stage. Elle est dans la salle. Et alors du coup, c'est le problème des commotions cérébrales. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais de plus en plus dans le sport de haut niveau, l'énergie que les joueurs dépensent sur le terrain augmente parce que les joueurs sont de plus en plus musclés, de plus en plus véloces. Et les chocs à la tête deviennent très violents et produisent des commotions cérébrales. Il y a un exemple après.
Alors ça, c'est un sujet qui est fait en collaboration avec le professeur Philippe Deck, qui est neurochirurgien, et Sébastien Laporte aux arts et métiers. Et donc la particularité de Philippe Deck, c'est d'être en charge du protocole commotion à la Fédération française de rugby. Donc c'est lui qui établit les règles de est-ce qu'on sort le joueur ou pas. Et Thibaut Guillet, qui est en thèse au laboratoire. X, ça c'est l'équipe des arts et métiers avec Philippe Deck, qui est neurochirurgien à la Pitry-Salpêtrière. Comme vous avez un exemple. Voilà, et donc quand on se met la main comme ça, c'est que c'est pas bon. Donc là, il faut faire des tests. Donc on amène le joueur hors du terrain. Alors, vous allez voir, les tests, ils ne sont pas... Ils sont pas très durs. Si, enfin, ça dépend. Dans quelle mi-temps sommes-nous? Est-ce qu'on peut monter le son peut-être un peu? Quelle équipe a marqué en dernier dans ce match? Contre quelle équipe avez-vous joué la semaine dernière? Je vais te filer 5 mots. Nid, pile, orange, baignoire, hérisson. Nid, pile, orange, baignoire, hérisson. D'accord. Tout le monde là. Je vais te donner les chiffres. Ouais. Tu vas me les dire à l'envers. Okay. 4, 3, 9. 9, 3, 4. 7, 1, 8, 4, 6, 2. 2, 6, 4, 8. 6. S'il y arrive, il a une promotion. C'était 7, c'est bon. Tu vas me mettre en chaussettes, pardon, et marcher le long de la ligne. Top. Ouais, ouais. As-tu mal à la tête? Un peu, ouais. Tu me rappelles les 5 mots que je t'ai dit tout à l'heure? Génie, En fait, baignoire. moi j'ai une protocole de commotion tout le temps. En fait. Tu sais plus? Bon, ok. Tu ne rentres pas, André, parce que le test n'est pas parfait. Et dans le doute, ouais, sérieux. Dans le doute, en plus t'as mal au dos, voilà. Ok? À partir du moment où il y a une... Oui, il dit qu'à partir du moment où il y a un test qui est loupé, eh bien, il sort du terrain. Moi, je pense que je n'y rentrerai pas souvent. Donc, vas-y. Et du coup, ça, c'est un problème qui est commun à beaucoup de sports, au hockey, au football américain, aux États-Unis. Et il y a une étude de 2017 qui a montré qu'il y a 99% de joueurs qui avaient donné leur corps et leur cerveau à la science, qui ont été autopsiés et qui ont montré des lésions, non? Des liaisons, mais c'est l'encéphalopathie chronique traumatique. Donc vous pouvez voir la taille de leur cerveau est 2 fois plus petite qu'un cerveau normal. Et ça entraîne des maladies neurodégénératives, des dépressions, des troubles comportementaux. Donc une idée, c'est-à-dire qui a été proposée pour essayer d'expliquer ce phénomène, parce qu'une des caractéristiques qu'on ne vous a pas dites, c'est que sur ces impacts et sur ces commotions cérébrales, vous avez un impact d'un côté et les dégâts sont observés à l'opposé. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un bleu, c'est-à-dire un bleu, on vous tape là, vous n'avez pas le bleu ici, d'accord? Vous avez le bleu là où vous avez reçu le coup. Bon, mais là, sur les commotions cérébrales, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire vous avez un impact ici et on observe les dommages de l'autre côté. Et donc, une des idées avec laquelle on est parti, c'est ça qui a engendré le stage de Juliette, c'est de voir si on pouvait faire bouillir l'eau, c'est-à-dire le liquide céphalorachidien, c'est de l'eau. Et donc l'eau, si jamais on la met à des pressions qui sont suffisamment basses, elle peut bouillir à la température ambiante. Donc ça, vous le savez, c'est-à-dire que dans la cuisine, donc à Paris, elle bout à 100 degrés. Si jamais je vais à Mont-du-Mont-Blanc, elle bout à 80 degrés. Si jamais je continue à diminuer la pression, je peux la faire bouillir à la température ambiante. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de cavitation. Bon, mais quand vous prenez un impact, donc à l'endroit où vous avez un impact, vous faites une surpression, et à l'opposé, vous avez une dépression. Et donc si jamais cette dépression est suffisamment importante, vous pouvez faire des bulles, vous pouvez faire bouillir votre liquide céphalorachidien. Et ça, c'est très embêtant parce que des bulles, donc ces bulles de cavitation qui apparaissent près des parois, elles ont la particularité... Elles ont la particularité quand elles implosent, puisque elles ne restent pas comme ça à l'équilibre, elles vont imploser.
c'est de générer un petit jet. Hop, vous le voyez le petit jet, ici, là? Donc là, vous avez un trait noir. Donc je vais vous repasser le film. Donc, au début, il n'y a pas de trait noir. Attention, chic, vous l'avez vu le trait noir? Donc ce petit jet, il va à 100 mètres par seconde et il va décaper tout ce qu'il y a autour. Donc c'est ce qui est à l'origine de l'érosion sur les pales d'hélices de bateau. C'est ces bulles-là qui, quand elles implosent, chacun des petits jets vient éroder un petit peu la surface en acier. C'est ce qu'on utilise dans les cuves à ultrasons pour nettoyer le matériel médical et c'est ce qu'on aimerait ne pas utiliser dans le cerveau pour nettoyer la matière grise. Donc suivant l'application, soit vous voulez qu'elle soit là ou pas. D'accord. Et pour essayer de comprendre les mécanismes d'apparition de ces bulles de cavitation dans le cerveau, avec Juliette, on a fait des expériences dans des tubes. Donc c'est ce genre de tubes qui sont remplis d'eau et on tape dessus. Et comme la tête, donc quand je tape l'avant de la tête, les dégâts, le maximum de dégâts sont faits à l'arrière. Là, quand je vais taper le tube par le haut, les dégâts le maximum seront faits en bas. Donc vous n'allez pas pouvoir le voir parce que c'est un phénomène très rapide qui se passe sur l'ordre de la milliseconde, mais je vais essayer de vous le faire entendre. Donc je vais taper de plus en plus fort sur ce tube, me mettant près du micro, et vous allez me dire si vous entendez une différence. Vous n'entendez rien déjà? Non. Non. Vous entendez le petit clac? Et si je vais encore plus fort, je pense que je peux arriver à casser le tube. Je vais essayer. Je ne l'avais jamais fait. Donc peut-être qu'on peut voir la vidéo pour voir ce qui s'est passé dans le tube. Donc ça, c'est une vidéo qui a été faite dans un groupe de Tattoo Scott aux États-Unis. Donc vous voyez que là, ils sont en train de casser des bouteilles en verre. Donc c'est des bouteilles qui sont remplies d'eau. Et donc au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et ils vont venir faire un film à la caméra rapide. Donc ça, c'est le culot de la bouteille, donc qui est rempli d'eau. On va voir le coup, tac. Donc vous voyez que là, elle a pris un coup vers le bas. Ce n'est pas au moment où elle prend le coup que la bouteille se classe. D'accord ? Au moment où elle prend le coup, on voit que le tube a bougé, mais l'eau n'a pas bougé. Donc il y a un vide qui se fait, donc une dépression qui se fait en bas du tube, et on nuclée ces bulles de cavitation. Et ces bulles, c'est au moment où elles implosent que le dommage est créé. D'accord ? Et par exemple, j'avais pris un tube vide pour montrer la différence. Et là, je vais beau avoir tapé aussi fort sur le tube vide, je ne vais jamais le casser. Enfin, peut-être, je vais le casser en haut, mais jamais en bas. Voilà. Donc là, ils vous le montrent de façon un tout petit peu différente. Donc ils ont placé un accéléromètre en bas de la bouteille et vous allez voir sur la courbe de droite, en fonction du temps, la valeur de l'accélération. Donc au début, tant qu'on n'a pas tapé, l'accélération est nulle. Et puis on vient taper, clac, il y a le petit pic qui est dû au marteau. Et là, il y a le gros pic qui est dû à l'implosion des bulles. D'accord ? Et donc, ce qui est envisagé, c'est-à-dire une façon de voir si c'est effectivement ça qui se passe dans le cerveau. Alors là, vous voyez qu'un cerveau, ce n'est pas uniquement un tube et de l'eau. C'est-à-dire qu'en général, il y a la matière grise à l'intérieur. D'accord ? Et donc, ce qui est fait par Juliette, c'est de prendre une cavité qui est remplie d'eau, d'accord ? Et de mettre un corps flottant qui va, disons, rendre compte de la présence du cerveau et de refaire ces expériences-là de façon à voir où est-ce que ces bulles-là sont générées. Parce que si elles sont générées sur la paroi du crâne, bon, mais ce n'est pas très grave, on sait que les bulles elles vont imploser sur le crâne et ça va éroder l'os. Ces bulles, en fait, vous les avez tout autour de vous. C'est-à-dire que chaque fois que je fais ça, c'est des bulles de cavitation. D'accord ? Le bruit que vous avez entendu là. Donc ce n'est pas non plus la mort, hein, on peut survivre, quoi. Oui, sauf que là, dans le cas des craquements de doigts, les bulles, elles se remplissent des gaz dissous qu'il y a dans les liquides synoviaux, et du coup, il n'y a pas ce jet. Il n'y a pas le jet, voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dégâts dans les articulations. Mais si jamais ça se produit côté crâne, ça ira pas trop mal. Si jamais ça se produit côté cerveau, là, ça sera plus dommageable. Et donc le but avec
le professeur Deck, c'est d'avoir dans un premier temps une expérience physique qui nous dit à partir de quelle valeur de l'accélération ces bulles-là apparaissent et où est-ce qu'elles apparaissent, soit sur le crâne, soit sur notre crâne artificiel, soit sur notre cerveau artificiel, et ensuite de voir est-ce que les accélérations auxquelles elles apparaissent, on arrive à les mesurer sur les joueurs, de façon à avoir un indice de la présence probable ou pas de ces bulles-là. Donc une façon de mesurer l'accélération des joueurs de rugby, c'est de mettre des accéléromètres dans les protège-dents. D'accord ? Donc ça c'est comme ça qu'on fait, ou qu'on compte faire. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, évidemment, l'idée ce sera de faire des casques qui vont, leur permettre de travailler à des accélérations plus faibles, c'est-à-dire les obliger déjà à porter des casques, et puis que les casques soient suffisamment efficaces pour que ces accélérations-là ne soient pas atteintes. Et donc il ne vous aura pas échappé que dans la nature, il y a quelques... Dans la nature, il y a des animaux qui sont entraînés à subir des chocs à la tête, comme le pivert. Donc là, on peut voir une vidéo ralentie de l'impact du bec d'un pivert sur un arbre. Mais en fait, eux, ils ne souffrent pas de problèmes de commotion cérébrale. Et ça, c'est un peu débattu. Il y a plusieurs... Ça, c'est des bœufs musqués, donc ils se frappent. Et donc, l'idée, ce serait d'essayer d'étudier les stratégies que ces animaux ont adoptées pour ne pas subir de commotion cérébrale. Le bœuf musqué n'est pas si loin que ça du de quelques jours. Et l'idée, c'est que il y a plusieurs hypothèses, mais chez le pivert, il a une langue très longue qui lui sert à aller chercher les vers dans l'arbre. Et cette langue, vous voyez sur le schéma du dessous, qu'elle est enroulée autour de son crâne. Et visiblement, elle sert soit à maintenir le crâne en place et le cerveau, et peut-être aussi à faire augmenter la pression intracrânienne en appuyant sur ses jugulaires. Je ne sais pas s'il a des jugulaires, mais ça a donné des idées à des gens qui ont fait une start-up et qui mettent, plutôt qu'un casque, un collier qui va appuyer sur les jugulaires pour faire monter un tout petit peu la pression intracrânienne et éviter ces risques de cavitation. Parce que si on augmente la pression dans le liquide, ça va être plus difficile de faire diminuer la pression jusqu'à la pression de vapeur saturante et plus difficile de caviter. Mais ça, on ne sait pas si ça marche. C'est bon ? Alors, on avait prévu de vous présenter un deuxième problème du rugby, qui était une équation qui nous avait été posée par Didier Retière, qui est l'ancien entraîneur des Avians sous l'ère Lièvre-Mont, disons, et qui depuis est le DTN de la Fédération française de rugby. Et donc, un des problèmes dont il nous a parlé très tôt, c'est le fait que 150 plus 150, ça fait 200 au rugby. C'est-à-dire que si jamais vous mettez un joueur qui pousse 150 kg derrière un autre qui pousse 150 kg, ben à la fin, vous avez deux joueurs ensemble qui poussent 200 kg et non pas 300 kg. D'accord ? Et donc ça, on trouvait que c'était un problème bien posé. Et donc on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire il y avait une sorte de paradoxe. Et donc ce qu'on a fait, c'est d'aller à l'atelier de la mêlée, qui est une machine qui a été développée par Thales et par un monsieur qui s'appelle Serge Couvet, et installée à Marcoussis. Donc voilà l'endroit. Donc ça, ce sont les photos qu'il y a sur les murs. Et puis on arrive devant ce simulateur de mêlée, sur lequel c'est un joug qui est instrumenté, qui peut faire un petit peu tous les mouvements, et puis qui peut surtout récupérer les efforts qu'on exerce dessus. Et donc avec ce joug-là, ce qui a été fait, c'est d'aller travailler un soir avec une équipe de Fédéral 2 de Versailles, qui ont été gentils pour venir travailler avec Julien Piscionne qui faisait tourner la manip et puis Didier Retière. Et donc l'exercice a été très simple, donc on les a fait pousser individuellement sur le joug. Donc André, le numéro 1, donc le pilier gauche, pousse 160 kg, et puis on fait passer Bruno, qui est le talonneur, il pousse 172 kg, Gary, le pilier droit, 186 kg, etc. jusqu'au numéro 8. Et ensuite on fait la somme de toutes les poussées que chacun a fait. Donc on dit, bon, l'ensemble de ces joueurs-là, on a 1320 kg potentiels. C'est-à-dire on est sûr qu'on ne pourra pas pousser plus que ça, à moins qu'il y ait des effets, disons, collectifs. Mais on fait la mêlée, et puis tous ensemble, ils poussent 734 kg. Donc la moitié. On se dit, alors là, quand même,
Ils n'y mettent pas du leur. Là. Et donc, ce qu'on voyait, c'est que l'équation posée par, disons, Didier Retière était, disons, bien réelle et qu'il y avait énormément de pertes dans ces structures-là. Et donc, à partir de là, Caro a eu une idée. Et c'était aussi un effet qu'on retrouve au tir à la corde. Donc ah ça, oui. c'est un... Mais ça, on ne le savait pas au début, non? Si, on le savait Ah, avant ça, même. oui. C'est une étude qui a été faite par Ringelmann dans un traité d'agronomie en 1800 et quelques. Et ce qu'il montrait, c'était la force produite par des tireurs à la corde, 1, 2, 3, jusqu'à 8. Et il a montré, pareil, que 2 tireurs à la corde ne tiraient pas la somme de ce qu'ils tiraient individuellement. Et à 8, ils avaient 50% de pertes. Donc à chaque fois qu'il y a à transmettre un effort collectif, on va avoir une perte d'efficacité. Ouais, c'est super de donner l'exemple du tir à la corde parce que c'est presque là où moi je commençais à comprendre comment ça pouvait marcher. C'est-à-dire que si jamais on imagine un tir à la corde à 2, d'accord? Donc si jamais ils tirent tous les 2 ensemble, bon, mais la force va être, disons, multipliée par 2 à peu près. Mais si jamais ils tirent l'un après l'autre, ben, on va avoir tantôt la force de l'un, tantôt la force de l'autre. C'est-à-dire là on comprend que si jamais, qu'il y a un problème de synchronisation, c'est-à-dire si jamais les efforts ne sont pas synchrones, ben, on va avoir des pertes. Et donc la question, c'était d'essayer de caractériser ces problèmes de synchronisation. Ouais. Oui. Et au tir à la corde, ce qui était marrant, c'est que ça a été introduit comme une théorie de psychologie de paresse sociale. De dire qu'à plusieurs, on avait moins envie de produire une force que tout seul. Voilà. Ce qui est le contraire de la motivation collective en sport. C'est pour ça qu'on est 2. Du coup, on fait 2 fois moins bien. Ouais. Et alors l'idée, c'était de regarder si, comme Christophe disait, s'ils poussaient tous en même temps. Et pour faire cela, on s'est intéressé aux vidéos qu'on peut avoir de la mêlée vue de dessus. Donc là, c'est une vidéo prise par un drone de l'entraînement de la mêlée du Racing 92, qu'on a eu par le docteur Sylvain Blanchard. Et donc on peut voir, à l'œil, on voit qu'il y a du mouvement, mais c'est assez difficile de dire qui bouge en même temps que qui fait la faute. Mais l'avantage, c'est que ce soit en mécanique du solide ou en mécanique des fluides, il y a des outils qui ont été développés dernièrement pour caractériser les déformations de ces milieux-là. Et donc, Caroline les a utilisés. Donc on ne voit pas très bien, mais l'idée, c'est de découper l'image en cases. Donc, on peut voir ici, par exemple, une case, et d'aller à l'image d'après du film et d'essayer de retrouver où est cette case. Donc là, par exemple, si l'image ne s'est pas trop déformée. Tac, elle est passée là. Donc ça veut dire qu'entre les 2 images, il y a eu un déplacement ou une vitesse dirigée suivant cette petite flèche. Et après, on peut faire ça sur l'ensemble du film, et on a des choses comme ça. Donc là, vous avez les premières images de la turbulence de la mêlée, en fait. Et donc on voit les flèches vertes, là où la couleur est très intense, ça veut dire que la vitesse est très grande, donc les joueurs se déplacent beaucoup. Et on voit qu'on n'a pas une couleur uniforme sur toute l'image. Donc ça veut dire qu'ils se déplacent pas tous en même temps. Et non content, ils ne se déplacent pas tous en même temps, mais en plus, ils ne se déplacent pas tous dans la même direction. C'est-à-dire qu'on a, c'est la double peine, en fait. D'accord ? Et donc, oui, vas-y. Et donc, ce qu'on essaie de faire à partir de là, c'est d'essayer de caractériser les inhomogénéités de vitesse et d'en déduire la dissipation d'énergie que la mêlée a à ne pas pousser collectivement. Bon. Ah, ça faisait longtemps. Il commence à me plaire. Alors, donc on a prévu comme troisième sujet de vous parler de l'aviron. Donc ça, c'est un sujet qui est fait au laboratoire par Jean-Philippe Boucher, donc 2 repris de justice qui sont en photo noir et blanc, donc Jean-Philippe Boucher et Romain Labbé, et puis Michael Benzaken, qui est un chercheur CNRS, et les 2 jeunes étant en train de finir leur thèse. Et donc il y a 2 questions, enfin il y a plein de questions auxquelles ils ont réfléchi pendant leur thèse, mais il y en a 2 que je vais essayer de vous présenter ce soir. L'une qui est, disons, à l'origine de cette maquette, c'est de voir quel est l'intérêt de ramer de façon synchrone, d'accord, puisque les rameurs en aviron rament tous à l'unisson, alors qu'il n'y a aucun, disons, crustacé qui a aussi beaucoup de pattes qui rame de façon synchrone. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis la deuxième question se portera sur la forme des bateaux, d'accord, c'est-à-dire pourquoi on a des bateaux qui sont grosso modo symétriques devant derrière avec 2 pointes. Et donc ça, on essaiera de se convaincre que ce n'est pas si évident que ça, et puis de voir d'où ça vient. Oui ? Alors, la première chose, c'est la synchronisation. Alors, si on regarde une course d'aviron, on peut voir que
le bateau se déplace, mais il ne se déplace pas à vitesse constante. Si on regarde la pointe du bateau, on voit qu'il y a des oscillations. Donc il s'arrête, il repart, il s'arrête, il repart. Et donc ça, on peut le mesurer, donc c'est ce qui est fait là. Donc là, on trace la vitesse du bateau en fonction du temps et on voit des oscillations d'amplitude qu'on peut mesurer. Donc c'est énorme, hein, puisqu'on passe de 4 à 7 mètres par seconde. Ça fait 30% d'oscillation. Et donc là, il y a un outil qui nous dit, c'est quand même très très bizarre, parce que si jamais je regarde l'énergie dépensée par unité de temps, elle dépend de la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne d'avancée du bateau ici, c'est aux alentours de 5,2 mètres par seconde. Et puis il y a une pénalité aux fluctuations. C'est-à-dire plus il y a de fluctuations, plus je dépense d'énergie pour une même vitesse moyenne donnée. Donc ça, c'est ça qui nous a surpris au début. Et ce qui nous a surpris aussi, c'est que dans la nature, on ne voyait pas ce genre de rame synchrone, c'est-à-dire on voyait toujours des ondes métachronales, c'est-à-dire des pattes qui étaient activées les unes après les autres en partant de la tête et en allant vers la queue. Oula. Et donc, c'est des crevettes très spéciales, s'il n'y a pas de musique, ça ne passe pas. Voilà. Donc, ce qui a été fait, c'est de développer ce bateau. Donc, vas-y. Du coup, pour répondre à la question, Romain et Jean-Philippe, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils allaient fabriquer un aviron robot, disons, avec 8 rameurs indépendants, contrôlés par des servomoteurs, et dont ils peuvent régler la phase. Donc, on va d'abord vous montrer le mode synchrone, si ça veut bien marcher. Oula. Ah, il n'y a plus de batterie. Ça, c'est les joies du direct. Oui, mais il y a un backup, c'est le film. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Peut-être qu'il ne fallait pas le laisser brancher. Ouf, ça, c'est pas bon signe. Allez, un dernier essai. Peut-être tu peux montrer la vidéo en attendant. Ah oui. Donc, les deux modes, vous les avez là. Donc ça, c'est le mode synchrone. Ah, mais non, il n'y a plus de... Voilà, super, merci. Donc, le mode synchrone, donc, qui a été testé à la piscine de l'école. Donc là, vous voyez votre aviron qui avance avec un comportement qui ressemble à celui que l'on vous a montré pour les bateaux réels, disons, c'est-à-dire des fortes fluctuations de vitesse. Et puis, donc le robot, il a été fait pour ça, avec ses servomoteurs qui, ce soir, sont un petit peu capricieux, mais pour naviguer avec le mode langouste, disons, où il y a une onde qui se propage depuis la tête vers la queue. Et dans ce cas-là, donc si jamais je vous remontre ce film, si jamais vous regardez la pointe du bateau, vous voyez qu'elle a plus ses à-coups, elle avance de façon beaucoup plus régulière maintenant. Non, il n'y en a qu'un qui est valide. Je pense que c'est la batterie. Donc, on vous le remontrera la semaine prochaine. Donc, les fluctuations de vitesse, vous les avez là. Donc, elles ont été diminuées exactement d'un facteur 10. Et ce qui a... donc là, on était plutôt content, disons, de cette histoire de déphasage. Mais ce n'est pas là-dessus que sont jugés les bateaux. C'est-à-dire ils sont jugés sur les vitesses moyennes. Et donc, sur les vitesses moyennes... Donc là, on présente la vitesse moyenne en fonction du déphasage, et ce que l'on voit, c'est que les vitesses moyennes les plus élevées, donc là où les points rouges sont les plus hauts, c'est lorsqu'il y a zéro déphasage. C'est-à-dire c'est quand les rameurs sont de façon synchrone, et donc les rameurs en aviron, ils ont raison de ramer de façon synchrone. C'est ça qui est le plus efficace. Mais la question, c'était pourquoi? Puisqu'au début, on s'était dit, mais si jamais ça dissipe moins, on devrait pouvoir aller plus vite. En fait, ce qu'on n'avait pas vu, c'est que si jamais on se déphase, certes, on va moins dissiper, mais on va avoir aussi moins de propulsion. Et donc, pour essayer de vous expliquer cette deuxième partie, on va repartir du signal de vitesse qui est présenté ici. Donc, c'est le même signal que celui que vous avez vu tout à l'heure pour la course au réel. Et la seule chose qu'on a rajoutée, c'est les zones bleues, qui sont les zones pendant lesquelles les rames sont dans l'eau. Donc là, la rame rentre dans l'eau, là, elle sort de l'eau. Donc vous voyez que quand les rames sont dans l'eau, la vitesse du bateau augmente, c'est-à-dire qu'il y a une accélération, donc ça veut dire qu'il y a une force qui est exercée, et ça, on n'est pas surpris de ça.
D'accord ? Et on prend une autre zone bleue, c'est pareil, c'est-à-dire quand les rames sont dans l'eau, systématiquement la vitesse augmente. Mais ce qu'on remarque, c'est que la vitesse, elle continue à augmenter même quand les rames sont hors de l'eau. D'accord ? Et donc là, ça commence à être un petit peu plus surprenant, c'est-à-dire qu'il y a une force dans l'aviron, une force liée aux rames et une force qui n'est pas liée aux rames. Et donc cette force qui n'est pas liée aux rames, en fait, elle est liée au déplacement des rameurs à l'unisson à la surface du bateau, donc une force de propulsion inertielle. Et donc une façon de montrer ça, ça a été de construire un autre bateau qu'on a bien fait de ne pas amener puisqu'il n'aurait pas marché non plus. Donc c'est le deuxième ici, donc ça c'est le premier qui fait son caprice ce soir, et ça c'est le deuxième qui n'a pas de rame. En fait. C'est un bateau qui a juste un rameur qui se déplace à la surface ici. Et puis il a deux oreilles, ces deux oreilles, soit elles sont rentrées dans l'eau, soit elles sont sorties de l'eau. D'accord, de façon à rendre compte du fait que dans une phase du mouvement du rameur, les rames sont dans l'eau et puis quand il revient, elles sont hors de l'eau. D'accord, donc on garde cette dissymétrie-là, mais par contre ces oreilles-là ne sont pas actives, dans le sens qu'elles ne produisent pas de mouvement dans le sens de l'avancée. Donc là vous le voyez fonctionner et ce bateau-là avance. Et donc, ce qui se passe, donc une fois qu'on a compris ça, c'est-à-dire que donc, ce deuxième scénario inertiel, c'est-à-dire si jamais vous n'aviez pas vos oreilles, qu'est-ce qui se passerait? Vous auriez un mouvement comme ça. Donc les rameurs bougent d'un côté, le bateau va de l'autre, d'accord, mais il n'y a pas de mouvement moyen. Du moment où vous brisez la symétrie entre un côté et l'autre, vous allez avancer plus d'un côté que de l'autre. Et donc en moyenne, vous allez avancer. Oui ? Ce qui se passe quand vous désynchronisez vos marins, donc dans le mode langouste, c'est qu'il y a toujours à peu près le même nombre de rames dans l'eau. Et donc, vous n'avez pas brisé la symétrie gauche-droite. D'accord ? Et donc, ça veut dire que le raisonnement inertiel va vous faire un mouvement qui ne vous fera pas avancer en moyenne. D'accord ? Et donc, la leçon, c'est que si jamais vous avez un mouvement inertiel possible, vous avez intérêt à être synchrone. Donc, ça, c'est le cas de l'aviron. Ce n'est pas le cas des langoustes. Les langoustes, elles n'ont pas un morceau du corps qui bouge de devant derrière. D'accord ? Donc elles n'ont pas ce type de propulsion inertielle à leur disposition. Et donc elles ont intérêt à se désynchroniser de façon à minimiser l'énergie liée aux fluctuations. Oui ? Donc c'est ça le message de cette partie-là. Et donc là, pour le coup, on n'a rien trouvé, sauf que... ce qu'on voyait, c'est que donc vous voyez qu'il y a deux forces de propulsion, l'une qui est liée aux rames et l'autre qui est liée au mouvement des rameurs. Et donc l'idée qu'ont eu Jean-Philippe et Romain, ça a été de voir qu'est-ce qui se passait si jamais on jouait sur le décalage entre ces deux forces, c'est-à-dire si jamais on demandait aux rameurs de ne pas revenir de suite, de façon à laisser la vitesse diminuer un petit peu et à diminuer les fluctuations. Et donc dans leur modèle de bateau, ils voyaient que là, on avait un gain possible, c'est-à-dire à décaler un petit peu ces deux forces. Et donc c'est ça qui est en train d'être testé avec Thomas Barouk, qui est notre médaillé de bronze à Rio, et qui s'entraîne sur le grand bassin à Versailles. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir est-ce que on peut intégrer une petite latence entre le moment où les rames sortent de l'eau et le moment où ils bougent. Donc ça, évidemment, il dit qu'en entraînement, c'est faisable, mais qu'en compétition, comme ils sont à fond, c'est quand même difficilement envisageable. Donc on va voir si jamais c'est fait ou pas. Donc la deuxième partie, c'était sur la forme. Donc ça, c'est un aviron, donc c'est un 4 vu de haut. Et donc vous voyez que vous avez une forme qui est symétrique entre l'avant, comme la partie gauche ici, et puis l'arrière, qui est la partie droite. Et ça, ce n'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est un peu une forme de ce type-là. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi ce n'est pas évident. Imaginons qu'on prenne un canot qui a donc de longueur petit l, largeur W, et puis épaisseur D, et donc il a un certain volume. Ce volume-là, quand vous êtes en aviron, il est imposé, c'est-à-dire ce volume-là, il est dédié à ce que Archimède vous fasse flotter votre bateau. D'accord ? Donc ce que vous voyez, c'est que le volume, de façon à tenir 8 rameurs, vous allez avoir que la densité fois le volume doit être égale à la masse de vos rameurs que vous avez installés à la surface de votre bateau. Donc pour un 8, N ne bouge pas, M0 ils font tous le même poids à peu près, donc vous avez des poids légers qui font 70 kg, des poids plus lourds qui font 90 kg, mais sur un bateau donné, la masse d'un rameur c'est fixé. Et puis ρ c'est la densité de l'eau, et donc une fois que vous avez fixé le nombre de rameurs, M c'est fixé, la densité c'est fixé, vous n'avez pas le choix, il vous faut un certain volume pour votre bateau, pour le faire qu'il flotte.
Et l'ingrédient qu'on vous dit, c'est que les forces sont proportionnelles à la surface. Et donc vous dites, bon, mais très bien, je vais travailler avec un volume fixé et je vais minimiser la surface. Sauf que ce problème-là, c'est le problème que vous faites avec vos bulles de savon, c'est-à-dire vous avez un volume qui est fixé et vous minimisez la surface, ça vous conduit toujours vers des sphères. D'accord ? Et donc ça, bon, il y a quelques bateaux qui ont ces formes-là, mais on sent que ce n'est pas optimal. C'est-à-dire que... Alors ce n'est pas optimal parce que sur les sphères, on voit des détachements tourbillonnaires. Et donc ces détachements, ils augmentent énormément les traînées. Et donc une façon de faire des formes qui frottent moins à la surface de l'eau, c'est de faire des formes qu'on dit profilées, c'est-à-dire avec des rapports d'aspect très grands, allongés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de détachement tourbillonnaire. Si jamais le rapport d'aspect est trop grand, vous l'avez. Donc par exemple cette forme-là, vous voyez qu'on l'a fait grossir, et puis au bout d'un moment, vous allez avoir du détachement tourbillonnaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des structures qui apparaissent ici, clac, d'accord, qui vont ressembler à celles que vous avez eues derrière votre sphère. Mais tant que le rapport d'aspect est suffisamment petit, donc là vous les voyez, les structures, mais tant que le rapport d'aspect est suffisamment petit, elles n'existent pas. Et donc ça vous dit qu'il y a une forme qui est très intéressante pour l'aéronautique et puis pour tout ce qui est quilles de bateau, etc. C'est celle-là. C'est-à-dire c'est une forme qui est assez proche de la sphère ou du cercle devant, d'accord, et puis qui derrière, on l'a allongée de façon à ce que les tourbillons ne décollent pas. D'accord. Et donc ça, cette forme-là, c'est la forme des ailes d'avion, c'est la forme des bulbes de quillard, etc. Ça, c'est très efficace. Mais ce n'est toujours pas un bateau d'aviron. D'accord. Alors, pour essayer de vous expliquer pourquoi, on va imaginer que cette forme-là, on la met sous l'eau. Et donc, ce qui est tracé ici, c'est la comparaison entre le bleu et le rouge. Donc le bleu, c'est quand la forme avance avec le bout rond devant. D'accord ? Et donc ce qu'on voit, c'est que quand mon objet est enfoncé, donc quand le H est négatif, ça veut dire qu'il est sous l'interface. Moins 1, ça veut dire qu'il est à plus d'une distance de l'interface. Donc ça, c'est moins 1 exactement. Ça, c'est 0, moins 1, et puis il continue à descendre. Donc tant que je suis loin de la surface libre, quand j'avance comme ça, ma traînée bleue est plus petite que la traînée rouge, c'est-à-dire la traînée que j'ai quand le même objet va de l'autre côté. Oui ? Parce que là, quand j'avance comme ça, il n'est plus profilé, je vais avoir des détachements tourbillonnaires là. Oui ? Par contre, si jamais on se rapproche de la surface, mais c'est le contraire qui va se passer. Vous voyez que le rouge devient plus bas que le bleu, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai crevé la surface, d'accord, mais la traînée est plus faible quand je vais dans ce sens-là que dans ce sens-là. Alors pourquoi elle est plus faible ? Parce qu'au niveau de la surface, quand je vais par là, je fais beaucoup de vagues, d'accord, alors que quand je vais par là, je ne fais pas beaucoup de vagues. Oui ? Et donc, une façon un peu naïve de comprendre la forme d'aviron, c'est que dans votre aviron, vous avez deux parties. Vous avez la pointe, d'accord, la pointe qui est là pour faire le moins de vagues possible, et puis vous avez l'arrière qui est là pour éviter le détachement tourbillonnaire. Et quand vous associez vos deux formes, ben, vous commencez à avoir quelque chose qui ressemble à un bateau d'aviron. Oui. Le seul hic, c'est que vous voyez que les raisons pour lesquelles vous avez cette forme-là sont différentes. C'est-à-dire l'avant, la proue est faite pour éviter les vagues, la poupe est faite pour éviter le détachement tourbillonnaire. Et donc il n'y a aucune raison que la forme symétrique soit optimale. C'est-à-dire que, puisqu'on a deux raisons physiques différentes, bon, peut-être que ça l'est, c'est-à-dire peut-être qu'on est tombé sur un hasard, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et donc c'est pour ça que vous voyez des formes régulièrement qui ne sont pas symétriques. Donc là, vous avez un bateau qui n'est pas symétrique, là, vous en avez un autre. D'accord ? Mais, encore une fois, pour le moment, c'est des arguments de vente. Le point, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une forme optimale, qui sera symétrique ou pas, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, et qui permet de minimiser la friction à l'interface. OK. On est comment en temps, là, José ? Il faut arrêter, non ? Vous en avez tous marre, là ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Ah non, mais non, on a le plongeon. Ouais, ah oui, on n'est pas obligé. Bon, on va le faire vite. Bah, remonte le logo, peut-être. Oui. Non, mais le logo, ils en ont marre. On était tellement contents de l'avoir trouvé, ce logo. Quoi. Alors, le plongeon. Allez, à toi.
Alors, le plongeon, c'est une question qui a émergé d'une discussion avec David Colturi, qui est un sauteur de haut vol sponsorisé par Red Bull. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le plongeon de haut vol. Moi, j'aime beaucoup cette photo parce que regardez, si on zoome, on voit les pieds du plongeur. Il a les pieds plats. Il a les pieds plats, ouais. Non, excusez-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Et donc voilà, il est là, David Colturi. Et le plongeon de haut vol, c'est sauter de 28 mètres de haut, faire des pirouettes et rentrer dans l'eau. Et 23 mètres pour les filles. 21, non 23. 23, non. Bon, on ne sait pas pourquoi il y a une différence, mais... Par contre, garçons et filles arrivent toujours pied premier. C'est-à-dire, ce que dit David, c'est que jusqu'à 15 mètres, on peut plonger avec les mains devant. Ça fait une tête la première. Au-delà de 15 mètres, on ne peut pas. Les mains sont arrachées, etc. Et donc, au-delà de 15 mètres, tout le monde saute avec les pieds en premier. D'accord. Enfin, Et ce qu'il disait, c'est que déjà, à la traversée de la surface, il y a la violence de l'impact sur l'eau, mais surtout, il y a une blessure qu'ils ont l'habitude, enfin, qu'ils essayent d'éviter, c'est celle qui va leur écarter les jambes. Il dit que quand ils rentrent dans l'eau, il y a une force qui leur écarte les jambes. Et donc ça, on a essayé de s'intéresser à ce sujet et de comprendre pourquoi il y avait cette force, quelle était sa valeur et à quelle force ils devaient contracter leurs muscles pour y résister. Jagged cliffs meet churning seas. il faudrait peut-être monter le son. Definitely a little nervous. Locals call this spot the Serpent's Lair on the Isle of Innismore in Ireland, where gale-force winds can scream over icy waters. So cold. Only the most intrepid dare it all for that perfect dive. Alors déjà, une remarque, c'est que ça, c'est naturel en fait, ces grandes piscines. Donc en Irlande, je ne sais pas comment c'est généré, mais c'est naturel. David Colturi is one of them. A little bit over on the entry, but all in all, first dive, so that's Yeah. always the most nerve-wracking. This is the Red Bull Cliff Diving World Series. 22 athletes, 6 events, and only one way out, a 90-foot plunge into frigid darkness. The world. Ok. Et alors, pour voir ce phénomène, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu au labo, on a essayé de plonger dans une petite cuve avec des petites jambes. Donc on a fait, le minimum, le plus gros c'est celui-là. Donc, vous voyez, c'est des jambes en plastique de différentes rigidités qu'on va lancer dans l'eau. Donc là, je ne vais pas vous les lancer, mais je vais vous montrer ce qu'elles peuvent faire dans l'eau. Donc si je la mets sans vitesse, les jambes restent parallèles. Et si maintenant, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ah oui, c'est la mise au point est bonne. Ok. Je pense qu'elle se colle, mais... Normalement, ce qu'on est Je vais trop vite, peut-être. Vous voyez qu'elle s'écarte. Et suivant la vitesse, on observe différents comportements. Soit elle s'écarte symétriquement, soit elle part d'un côté, mais ça c'est peut-être parce que je ne le fais pas vraiment très droit. Soit si on allait très vite, on peut imaginer que les jambes se plient. Donc ça, on le fait à différentes vitesses, avec différentes rigidités de jambes. Je peux vous en montrer une autre. C'est présomptueux, ça. Oui. Bon, on a une vidéo. Donc là, vous avez l'élastique, la plus élastique qui est à gauche, là. Et puis la plus rigide à droite. Et ce qu'on sait sur ces matériaux, c'est les caractériser, c'est-à-dire qu'on connaît leur élasticité. Donc en regardant de combien les armes sont écartées, on peut mesurer les forces, suivant leurs propriétés élastiques et puis suivant les vitesses à laquelle elles rentrent, de façon à ensuite faire un retour à l'athlète et lui dire, bon mais voilà, à ces vitesses-là, nous on s'attend à ce que les forces sur tes adducteurs vont être de tel ordre. Donc typiquement, ça va tourner aux alentours de 50 kg, disons. Et de façon à ce que lui, à l'entraînement, puisse se préparer les adducteurs à soutenir ces forces-là. Donc ça, c'est la question qui est travaillée avec les plongeurs de haut vol. Et avec Oui. Mélanie. Et puis voilà.